Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement, je suis Vincent Fontalba, je suis chargé de projet innovation au programme innovation de l'IDEX. Donc, notre rôle, en gros, c'est de financer une petite partie de R&D des projets de Startup Deep Tech. Donc, certains des intervenants ici présents ont notamment bénéficié de notre dispositif. Et l'idée de cette table ronde, c'est justement de présenter en fait différents parcours entrepreneuriaux et de dire qu'en gros, il n'y a pas forcément de règles précises. Donc, je vais pouvoir commencer en interviewant alors Vincent Dany. Donc, Vincent Dany, il a un parcours de chercheur plutôt junior. Et en fait, il s'est lancé récemment dans l'entrepreneuriat Deep Tech. Donc, bonjour Vincent, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, vous ainsi que votre projet? Oui, bien sûr, avec plaisir. Hop, ça marche. Donc moi, j'ai Vincent Dany, j'ai 34 ans, j'ai deux filles de 1 an et 4 ans. Donc ça occupe bien ma vie personnelle. Puis d'un point de vue professionnel, je suis chercheur entrepreneur à l'Université Côte d'Azur. Et je porte un projet d'innovation Deep Tech dans le secteur des biotechnologies. Et voilà où j'en suis actuellement. Donc on a bénéficié effectivement du programme IDEX pour développer notre technologie. Et ce qu'on souhaite, c'est la mettre sur le marché en début d'année prochaine. Ok, donc au cours de votre cursus universitaire, vous avez déjà suivi des formations sur l'entrepreneuriat ou alors c'est une expérience toute récente pour vous? Alors moi, mon cursus universitaire, il est assez classique d'un parcours de chercheur. Donc j'ai effectué une licence, puis à Nice, puis un master de biologie marine à Marseille par passion. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse en biologie marine dans le laboratoire de Paola qui était là précédemment. Et puis j'ai poursuivi par un postdoc, donc encore une fois la voie classique de chercheur. Et puis à l'issue de ce postdoc, j'ai décidé de me réorienter plus vers de la recherche appliquée. Donc j'ai poursuivi une formation à Marseille de recherche clinique. Et puis j'ai effectué des stages ensuite à l'issue de ce diplôme clinique pour me former à la culture cellulaire, au domaine de la thérapie cellulaire. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, dans une autre aventure. Et donc, quel a été le déclic? Comment vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat? Alors à l'époque où j'étais dans ce stage de formation, j'ai eu la chance que la personne qui était responsable de l'unité thérapie cellulaire était en train de monter un projet thérapeutique dans un laboratoire de recherche à l'IBV qui travaille sur le tissu adipeux. Et ce projet ambitieux a été financé par la SAT Sud-Est, qui nous a permis d'avoir un financement où j'ai pu intégrer le laboratoire de recherche en tant qu'ingénieur pour développer la technologie, mais encore une fois, jusqu'à là, pas dans un but entrepreneurial. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé en gros à porter le projet puisque vous allez être le futur CEO? Alors, donc c'était une maturation de 18 mois où on a maturé la technologie et au bout de quelques mois, on a réussi à lever un verrou technologique qui nous a permis de déposer un premier brevet puis un deuxième avec la SAT Sud-Est. Et puis à l'issue de ce programme de maturation, il y avait deux possibilités. Soit la SAT exploitait la technologie, soit on continuait de porter le projet et de valoriser cette technologie en créant une société. Donc c'est cette voie qu'on a choisie, soutenue par la SAT Sud-Est. Et on a le premier réflexe en tant qu'académique dans l'équipe, ça a été de chercher une personne avec des compétences entrepreneuriales pour porter le projet. Et puis dans le laps de temps où on a cherché, donc ça a duré plus de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai porté le projet puisque j'avais du temps à investir comparé à mes collaborateurs dans le domaine académique. Et puis, à force de monter en compétences, de m'occuper du projet, naturellement, j'ai pris la place de CIO. D'accord. Mais du coup, vous avez suivi des formations sur l'entrepreneuriat ou alors c'est justement au fur et à mesure du temps que vous avez développé vos compétences tout seul? Non, durant mon cursus universitaire, je faisais de la recherche très fondamentale. Donc, je n'ai pas suivi particulièrement de formation entrepreneuriale. Alors, elles existaient peut-être, mais en tout cas, moi, je ne les regardais pas. C'est vraiment en ayant développé cette technologie avec une possibilité de valorisation que je me suis intéressé plus par opportunité de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et au final, je n'ai pas suivi de formation, j'ai appris au contact du terrain dans la difficulté.
C'est parfois le plus formateur. C'est le plus formateur. Et Oui. du coup, puisque vous jouez maintenant le rôle de CEO, est-ce que pour vous, c'est revenu en quelque sorte à renoncer à votre cœur de métier, à savoir celui de la recherche scientifique, ou alors est-ce que vous continuez en parallèle à exercer cette activité? Alors pas du tout. Actuellement, je suis chercheur entrepreneur avant la création de la société. Et puis je dirais que plus particulièrement en plus dans le domaine deep tech, qui est quand même basé sur des innovations technologiques scientifiques, je n'ai pas du tout abandonné la recherche. Alors je fais de la recherche différemment. C'est-à-dire que je dois répondre à des problématiques plus précises et adaptées au marché. C'est différent de la recherche fondamentale, mais tout aussi intéressant. Ok, et au moment où vous êtes lancé, est-ce que vous avez des appréhensions particulières? Ou alors, puisque ça fait Oui, 2 ans plein. que vous êtes dedans, ça allait à peu près, quoi. Non, j'avais Ouais. plein d'appréhensions. C'était presque un nouveau métier avec des nouvelles compétences à acquérir, un nouveau langage, des nouveaux codes. Donc au début, oui, on a un peu d'appréhension, mais j'ai rapidement été soutenu par différents organismes. Donc il y a la SAT qui nous a soutenus, on a intégré l'incubateur PACAES, le CNRS Innovation, et c'est des structures qui nous aident à monter en compétences et qui nous accompagnent dans notre projet entrepreneurial pour maîtriser les concepts et avancer. Ok, et du coup, dans l'avenir, là, quelles sont les prochaines étapes de votre projet? Alors là, on va sortir du labo prochainement, donc on va continuer à travailler avec le laboratoire partenaire. On a un premier client qui va commencer l'année prochaine, donc le but c'est de sortir du labo, de créer la société, de dégager un chiffre d'affaires, parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, c'est de dégager du chiffre d'affaires pour pouvoir continuer notre activité. Et outre les soutiens en termes de mentoring à l'entrepreneuriat avec l'incubateur PACAES, la SAT, comment vous avez pu développer votre projet en termes de financement? Comment est-ce que vous avez pu avancer? Est-ce que vous avez candidaté à des appels à projets en particulier ou... Alors on a candidaté à beaucoup d'appels à projets. Alors on est toujours soutenu par la SAT Sud-Est et puis on a bénéficié de programmes en local avec l'IDEX Université Côte d'Azur qui finance jusqu'à présent la transition entre le laboratoire et le monde entrepreneurial et la société. Et puis il y a aussi des appels à financement. Donc on va candidater au concours national iLab cette année pour accélérer notre croissance. Ok, de la BPI du coup. De la BPI. Et pour finir, j'aurais une dernière question, c'est comment est-ce que vous voyez dans un futur plus ou moins lointain, en restant positif et en imaginant que la startup fonctionne bien, est-ce que vous allez rester CEO de la boîte ou alors est-ce que vous voulez quand même retourner au laboratoire académique pour développer de nouveaux projets ou pas du tout? Alors c'est pas en restant positif, hein, je suis convaincu que ça va fonctionner. Donc moi oui, c'est un projet que je porte. C'est une vision qu'on défend. Avant tout, c'est une technologie, mais qui est aussi avec un réel bénéfice pour les patients. C'est ça notre technologie. Donc dans 5 ans, je me vois oui toujours dirigeant. En tout cas, les rôles peuvent évoluer, mais je me vois toujours acteur du développement de cette technologie, de cette entreprise. Ok, très bien. Donc si je résume un petit peu votre parcours, c'est celui d'un chercheur avec un profil plutôt junior, un postdoctorant, Oui. qui a trouvé dans l'entrepreneuriat en fait une opportunité de carrière alternative à celle de chercheur. Et du coup, j'espère que c'est un parcours qui va inspirer beaucoup de jeunes doctorants qui nous regardent actuellement. Oui, je leur dirais de ne pas hésiter. Alors c'est une voie différente de la recherche académique. Les deux sont très intéressantes. On y trouve différentes approches, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Si vous avez cette volonté, l'envie d'entreprendre, de vous lancer. Vous ne serez pas seul, il y a des accompagnements. Exactement. Bon, merci Vincent. Merci. Du coup, ça nous permet de passer au second parcours qui va être présenté par Xavier Fernandez. Donc c'est celui du chercheur qui en gros s'est associé à un chercheur entrepreneur expert pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc Xavier, aujourd'hui tu La interviens en tant chronique que responsable scientifique de la startup Nice Active. Donc est-ce que tu pourrais nous donner 2 mots en gros de l'activité de la startup et également te présenter rapidement? Très bien, oui. Alors donc là, j'interviens avec une casquette différente. Je voulais enlever la veste pour montrer que c'était l'autre personne, mais j'ai un peu froid, donc j'ai pas pu le faire. Donc c'est vrai que en dehors de cette fonction de vice-président innovation et valorisation de la recherche de l'Université Côte d'Azur, je suis avant tout enseignant-chercheur, et donc moi mes activités de recherche sont centrées sur la chimie des arômes, parfums, cosmétiques. On en a un peu parlé ce matin avec Marianne, et essentiellement sur la valorisation de la biodiversité végétale pour le secteur de la parfumerie et de la cosmétique, qui est un grand secteur local. Donc l'équipe de recherche que j'anime s'intéresse
sur le côté fondamental à développer de nouvelles méthodes d'extraction, de caractérisation des composés d'intérêt, et de façon plus appliquée à développer des ingrédients. Ok. Et du coup, est-ce qu'au cours de votre carrière, alors à la fois de scientifique au sein du laboratoire, mais également au cours de votre cursus universitaire, vous avez déjà songé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors c'est tout récent, c'est une opportunité? Alors maintenant, on se vous voit, quoi. Ah, mais je vous vois tout le monde, comme ça, moi, il n'y a pas de différence. La recherche sur laquelle moi je travaille est quand même une recherche qui est très liée au partenariat. C'est une recherche qui a des finalités assez rapides par rapport, on verra aux différentes interventions, mais ça peut être aussi les interventions, la thématique de recherche de Vincent, où les débouchés peuvent prendre du temps. Dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique, assez rapidement, on arrive au produit fini. Donc ça fait qu'on collabore beaucoup avec le secteur industriel. C'est la première étape. Donc ça fait que le modèle de la licence qui est exploité par nos partenaires, c'est le modèle qui est un petit peu classique, sur lequel on valorise classiquement. Donc on le fait. Et c'est vrai que, moi je suis persuadé que les chercheurs sont des personnes de défi. Donc on a un défi, on le relève, on a le même défi qui apparaît un peu plus tard, on le relève, et puis il y a un moment où on se lasse un petit peu. Donc de déposer un brevet, de vendre une licence, c'est super. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, voilà, quand on l'a fait une fois, deux fois, voilà, on sait faire, quoi. Et après, il y a un moment où on se dit, effectivement, on aimerait bien s'y filer, quoi, se mettre un petit peu plus en danger. Et donc, oui, un petit peu naturellement et spontanément, rapidement est venu de se dire moi j'aimerais bien voir ce que ça donne si je m'y mets, si je mets de l'autre côté. Donc là arrive le dilemme des choix qu'on peut avoir dans une carrière qu'on a évoqué ce matin, qu'est-ce que je fais, est-ce que je décide d'aller de franchir le Rubicon, de créer, de demander une disponibilité, est-ce que je trouve pas autre chose, comment, là il y a une vraie question qui peut se poser. Oui, donc du coup, lors de cette question, en fait, vous avez trouvé en quelque sorte un expert entrepreneur. Donc c'est peut-être ça qui a orienté votre décision au final? Alors, après, il faut aussi s'écouter et se connaître. Parce qu'on est tous différents et heureusement, on a tous des facultés différentes et heureusement. Moi, et là c'est personnel, on est tous différents, j'étais quand même et je suis encore quand même extrêmement attaché au métier d'enseignant-chercheur. Moi, la pratique pédagogique, l'enseignement est quelque chose qui me plaît beaucoup, transmettre aux étudiants. Le métier de chercheur académique me plaît beaucoup. Et donc, l'idée de l'arrêter complètement me semblait irréaliste pour moi. Donc, bon, ça, déjà, le 25-1, on oublie, parce que je ne m'imaginais pas du tout d'arrêter ma carrière d'enseignant-chercheur. Et puis après, il y a aussi tout le reste, quand on travaille avec un certain nombre de porteurs de projets, l'aventure entrepreneur, ce que ça implique en termes de temps nécessaire, d'énergie à consacrer à un projet, de certains métiers support du métier de chercheur, m'ont rapidement amené à conclure que se lancer dans une aventure seul ou avec une équipe que de chercheurs, je ne me sentais pas du tout de le faire. Et donc rapidement a été l'idée mais tout simplement, pourquoi ne pas marier les compétences? On a des compétences et on a été formé sur certains métiers. Et il y a des gens qui sont formés à gérer des entreprises, qui ont une approche RH, qui ont une approche business, financier. C'est un boulot, même si à l'université on nous demande de tout savoir faire. On ne peut pas non plus tout savoir faire. Et rapidement, effectivement, l'idée de s'associer avec un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une société, et même en l'occurrence, moi, mon partenaire a des sociétés, pour créer une entreprise qui est indépendante, mais qui fait partie d'un groupe, m'a semblé ce qu'il y avait de plus rationnel pour pouvoir vivre un petit peu l'expérience. Donc du coup, comment est-ce que vous avez pu concilier ces deux activités? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez détailler le dispositif? Alors, le dispositif, c'est ce qu'on a évoqué ce matin, ce fameux concours scientifique 25-2. Donc, rapidement, avec ce partenaire industriel qui avait déjà qui a une boîte de cosmétiques avec laquelle moi je collaborais depuis un moment. Alors, c'est vrai que ça peut être évoqué au cours de la journée, on l'avait évoqué dans la préparation. La dimension humaine, quand on crée une entreprise, est capitale.
Et quand on voit le nombre de startups qui ont du plomb dans l'aile juste pour des questions de rapport humain, d'entente entre les partenaires, donc ça nécessite quand même de bien réfléchir. Donc c'est vrai que cette société, moi je collaborais avec à travers des conventions CIFRE, des projets de thèse, de postdoc, pour développer des actifs. Ça nous a amené à déposer des brevets. Et c'est là où la question s'est posée, finalement dans la voie de valorisation, au lieu que ces brevets-là, parce que moi la société avec qui est rentré, qui est actionnaire majoritaire de Nice Active, eux font des produits finis. Et donc nous on développait des ingrédients, des actifs, donc qui rentrent dans ces produits finis, mais eux ne fabriquent pas des actifs. Donc au démarrage, l'idée, c'était de vendre des licences à des fabricants d'actifs qui fabriqueraient pour la dite société. On a eu l'idée de dire, mais pourquoi on ne créerait pas une société qui développe et valorise nos brevets, et puis qui en développe d'autres, qui développe sa R&D, bien sûr en collaboration étroite avec l'université, qui deviendrait bien évidemment le client de la société qui finance la start-up, mais pas le seul. Tu n'as pas vraiment répondu à la question, tu n'as pas décrit le dispositif, mais c'est pas très Alors le dispositif, ouais. Excuse-moi, parce que je peux être bavard. Le dispositif, c'est le 25.2, donc c'est ce fameux concours scientifique qui me permet, dans le cadre de la valorisation de nos travaux, donc là, il y a eu un dépôt de brevet qui a permis d'ouvrir le dossier dans des conditions confortables. Donc, de demander le concours scientifique, d'avoir la possibilité de consacrer du temps, je dirais en totale transparence, à la société. Là, je le redis, c'est pas du tout moi qui ai négocié tout ça, puisque c'est le CEO de la société qui négocie. Moi, je suis en dehors parce que je peux pas être jugé partie de cette valorisation. Alors, forcément, l'université, c'est extrêmement positif pour l'université puisqu'on valorise des actifs de l'université. Les brevets qu'on a déposés dans le cadre de Nice Active par la suite, dont certains sur des appels à projets soutenus par l'IDEX que tu connais bien, c'est des brevets en copropriété, donc ça fait que pour l'université, c'est intéressant. Donc là, moi, j'ai pris la version je dirais minimale du 25.2, parce que enseignant, chercheur, vice-président, créateur d'entreprise, père de famille, ça commence à faire pas mal de boulot et il faut quand même arriver à tous les faire, quoi. Donc voilà, moi j'ai pris la version minimale, j'ai souhaité rentrer au capital de la société, mais là encore vraiment faiblement, pour avoir l'impression de participer à l'aventure, mais je suis pas du tout, je suis loin de part vraiment importante, même si le porteur me l'a proposé, quoi. Donc ce 25.2, il est confortable. Le temps qui est sur le dossier, c'est une demi-journée par semaine. En réalité, comme on l'a déjà vu plusieurs fois ce matin, on compte pas le temps. Le week-end, on bosse comme tous les enseignants-chercheurs le soir. Donc ce temps, il est un petit peu fictif. Mais par contre, voilà, ce format, il est quand même assez confortable, assez souple pour s'investir, voir ses travaux valorisés. Et puis nous, il y a un lien étroit entre la start-up et le labo, puisque tous les salariés, aujourd'hui on en a 2, sont des anciens étudiants du labo, des post-docs qu'on embauche après comme chargé de projet. Donc il y a un lien étroit avec le laboratoire. Donc, merci. Donc, du coup, tu as bien décrit les avantages et les inconvénients de ce dispositif. Est-ce que maintenant, avec tes 2 ans d'expérience, tu le conseillerais à d'autres chercheurs? Et si oui, à qui? Oui, je le conseillerais selon le modèle. Parce que d'une part, il faut qu'il y ait... parce que il ne faut pas confondre avec le modèle où il y a un serial investisseur qui rentre dans la société comme CEO. Là, c'est effectivement le CEO qui est rentré, mais avec déjà une boîte. Donc le gros avantage que présente ce modèle, c'est qu'on a une structure avec d'autres sociétés qu'on va dire sœurs, mais qui nous assure tout le support. On a une personne au RH, une personne à la com, une personne directeur financier. Et quand on est chercheur et qu'il faut faire plein de choses qui ne sont pas des choses de chercheur, moi, quand on m'a demandé la première fois un business plan un peu carré, je suis resté un petit peu bête, quoi. Donc ça fait que là, c'est vraiment une société qui devient investisseur principal d'une start-up et donc avec tout le confort du support qui est amené par la société.
Donc il faut que ça s'y prête. Parce que il n'y a pas tous les cas de figure qui s'y prêtent, quoi. Et puis après, d'un point de vue humain, c'est sûr que c'est un petit peu différent que le bébé qu'on porte et qu'on développe, parce que là, il y a une partie de choses qui arrivent, mais n'empêche que c'est quand même une autre aventure. Même si on a une société qui est actionnaire principal, ça reste une entreprise à part, une start-up à part, avec tous les défis que ça représente. Donc du coup, c'est un schéma qui est plus ou moins idéal pour les chercheurs qui souhaiteraient conserver leur mission publique et également qui souhaiteraient peut-être découvrir dans un premier temps le monde entrepreneurial. C'est vraiment la bonne démarche dans ce sens-là. Et du coup, la dernière question, ce serait comment est-ce que toi, plus tard, tu te lancerais dans un réel projet entrepreneurial, c'est-à-dire est-ce que tu activerais le premier dispositif de création de start-up et porterais réellement le projet en tant que futur dirigeant, ou alors tu préfères, je crois que tu as déjà plus ou moins répondu au début, mais... Non, je dis pas non, mais j'exclus complètement ça aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que la vie change tellement que là, aujourd'hui, avec tout ce qui se présente devant moi en tant que membre d'Université Côte d'Azur et tous les défis qu'on relève au quotidien, je vois bien les prochaines années qui viennent. Maintenant, dans 10 ans, j'espère que je serai encore en forme. Et voilà, peut-être que j'aurai fait le tour de cette partie-là et un autre défi qui se présentera. Donc, je l'exclus pas du tout. Mais là, par contre, je l'imagine pas du tout. Ok, très bien, mais merci. Bon, donc si on résume ton parcours, en fait, c'est plutôt celui d'un chercheur qui a voulu découvrir le monde de l'entrepreneuriat et prendre part à la vie d'une société, tout en conservant en fait son activité publique. Donc au début, on est plutôt sur un schéma, on va dire, de transfert classique, et du coup, ça te permet de prendre part au projet de manière, on va dire, minimale par rapport au cas précédent de Oui, parce Vincent. que là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le risque pour moi, en tant que créateur d'une start-up, il est extrêmement faible. J'ai mis quelques centaines d'euros au capital quand on a créé, qu'on a fait le pacte d'associés. Voilà, je risque pas grand-chose, quoi. Puis tu gardes ton salaire et tout, donc il n'y a vraiment aucun enjeu. Ouais. Voilà, tout bénef. Voilà, parfait. Oui, merci. Du coup, on va pouvoir passer sur le troisième projet. Donc, le troisième parcours, pardon, c'est celui d'une chercheuse du coup qui a développé ses compétences entrepreneuriales pour monter son projet. Donc, bonjour Isabelle. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter vous également, même question pour tous, et votre projet? Bonjour à tous. Moi, je suis directrice de recherche au CNRS, à l'IPMC à Sophia Antipolis. Je suis biologiste, biochimiste de formation, spécialiste de l'étude des protéines membranaires. En fait, tout au long donc, j'ai fait tout mon parcours dans le public. J'ai été recrutée au CNRS jeune chercheur et puis j'ai évolué au sein de laboratoire du CNRS. Et mes projets de recherche m'ont amené à découvrir une nouvelle cible thérapeutique qui est en fait qui contribue à la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Et donc du coup, on s'est dit on va essayer de trouver une molécule pour essayer de bloquer cette nouvelle cible thérapeutique. On a trouvé des molécules, on a déposé brevets, et puis pour aller plus loin ensuite, on est allé vers la création d'entreprises. Ok, merci. Donc du coup, vous avez plutôt un profil de chercheur senior. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat actuellement? Est-ce que c'est l'effervescence autour du deep tech et de l'entrepreneuriat, ou alors c'est vraiment parce que vous avez des résultats prometteurs et peut-être d'autres paramètres? Est-ce que vous pourriez nous les préciser, s'il vous plaît? Ah oui, la première chose, c'est qu'évidemment, on a des résultats prometteurs parce qu'on ne se lance pas là-dedans sans une science solide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a fait tout le tour, on a bénéficié de prématuration par le CNRS, puis par la SAT, et on a fait tout le tour, et arrivé à un moment donné, on se retrouve bloqué. Il y a plus, c'est un petit peu pour aller plus loin donc, dans le développement d'un médicament, puisque c'est à ça qu'on s'intéresse, nous. On est bloqué, et en fait, il faut passer par la création d'entreprises pour lever les fonds nécessaires au développement du médicament. Et du coup, actuellement, vous portez le projet. Donc, j'imagine que vous devez adopter une démarche d'entrepreneur. Donc, est-ce que vous étiez déjà à l'aise avec cette notion au début, avec cette fonction, ou alors est-ce que vous avez développé vos compétences? Donc, alors, on est deux porteurs de projet, parce que je travaille avec un chimiste de l'université de Nice, Côte d'Azur, à l'Institut de chimie de Nice. Et donc, on est deux cofondateurs pour l'instant. Et donc, c'est posé, effectivement, la question de comment moi, ce qui m'importe,
c'est en fait de voir un jour en fait notre molécule, ou en tout cas un de ses dérivés, un de ses analogues, arriver au traitement que va recevoir le patient pour augmenter l'efficacité de la chimiothérapie, l'efficacité des traitements anticancéreux. La façon après dont je dois le faire pour arriver là, j'étais assez ouverte, mais c'est vrai que quand j'ai fait des formations, j'ai regardé un petit peu des formations à l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, quand même, j'ai peut-être pas. Ça paraît compliqué pour un chercheur de monter vraiment une entreprise. On n'a pas le côté business. Ça viendra pas tout seul. Je pense qu'il faut. Voilà quoi, c'est mieux se faire accompagner, compliqué. effectivement. Il vaut mieux se faire accompagner. Ouais. Du coup, vous avez quand même, vous êtes fait accompagner par plusieurs dispositifs de public. Est-ce que vous pourriez juste les préciser rapidement? Oui. Donc, on a été accompagné par CNRS. On est accompagné par CNRS Innovation, le programme RISE de CNRS Innovation. On est aussi accompagné par Incubateur PACA Est. Et j'ai fait aussi différentes formations par les premières Sud notamment, etc. Plusieurs webinaires. Il y a BPI France aussi qui propose pas mal de webinaires et qui accompagne. C'est surtout CNRS Innovation, effectivement, incubateur PACA Est. Oui, d'accord. Et du coup, pour avancer, on va dire d'un point de vue opérationnel sur l'avancement de votre projet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Justement, les difficultés qu'on rencontre, je dirais, c'est plus des difficultés financières, forcément, quoi, parce que, en fait, dans le développement d'un médicament, on a vraiment besoin, puis pour aller vers la création de l'entreprise et pouvoir lever des fonds, il faut faire des preuves de concept vivo si possible, preuves de concept vivo, et donc ça demande beaucoup d'argent. Et donc, c'est le premier frein, je dirais, donc les financements de la recherche, justement, pour aller vers la création d'entreprises. Et là, on a pu bénéficier, en fait, dans ce cadre d'aide à la création d'entreprises, d'un financement par le LABEX de l'Université de Nice, LABEX Signal Life, qui nous permet de financer un assistant ingénieur pendant 30 mois et donc d'avoir un petit peu des fonds pour financer les preuves les preuves de concept vivo, l'étude vivo, etc. Donc ça, c'est super important. Ouais. Voilà, et peut-être très prochainement également le programme innovation. On espère aussi. On va postuler au programme Startup Deep Tech de l'Université Côte d'Azur. On espère pouvoir être accompagné par ce programme-là aussi. Exactement. Et du coup, après avoir suivi toutes ces formations, quelles sont pour vous, du coup, les qualités principales, on va dire, d'un bon entrepreneur? Alors, un bon entrepreneur, je pense qu'il faut être sûr de sa techno. Voilà, quoi. Je veux dire ça, il faut être là, il n'y a pas de doute, quoi. La science avant tout, la techno, savoir être super motivé. C'est-à-dire, moi, mon but, c'est d'aller, pouvoir apporter un plus, quoi, aux patients. On a l'impression d'avoir vraiment quelque chose en main, d'avoir quelque chose de très important, de se dire ce serait vraiment dommage que ça puisse pas arriver jusqu'au patient. Donc ça me motive, et quelle que soit la façon dont on pourra le faire, j'irai. C'est pas grave. Que ce soit, si je dois passer là pour l'instant, j'aimerais bien. Je pense que le mieux ce serait de trouver un CEO, quelqu'un qui a l'expérience dans la création d'entreprises, dans le business développement, etc., dans la levée de fonds, je pense, et qui sera complètement complémentaire à nous. Donc mon collègue chimiste et moi-même, ça, je pense que c'est essentiel. Donc moi, je resterai plutôt en tant que chercheur. Effectivement, j'aimerais garder mon activité de chercheur dans le domaine public, etc. Ça, pour moi, comme Xavier, c'est important. Donc, j'adopterai plutôt le dispositif du 25-2 et pour mettre une partie de mon temps dans l'entreprise, mais garder une partie de mon temps dans la recherche publique.
Bon, par contre, s'il s'avère que qu'on n'arrive pas à trouver un CEO qui nous convienne, et on passera en 25 ans, on se débrouillera. Enfin voilà quoi. Moi, Très motivé, c'est bien. c'est la motivation, Voilà. je pense. Et voilà. Le plus important, c'est la motivation. Je pense que Vincent sera d'accord avec moi aussi. Je pense que pour beaucoup de domaines, c'est effectivement la qualité l'essentiel. essentielle. Et du coup, dernière question, c'est un petit peu une question de projection comme pour les autres intervenants. Du coup, en cas de succès de la start-up, comment est-ce que vous voyez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, in fine, on va dire, devenir la dirigeante, prendre vraiment part au projet, ou alors vous voulez vraiment conserver vos missions académiques? Donc là, je pense que c'est également un petit peu le cas. Alors nous, dans notre cas, c'est assez différent parce que, en fait, dans le cas du développement d'un médicament, nous, la start-up, en fait, on va aller jusqu'aux phases. L'idée, l'objectif, c'est d'arriver à faire les premières phases cliniques précoces, donc les phases 1 et 2, pour pouvoir attirer en fait une big pharma qui prendra ensuite la techno pour faire les phases 3, la mise sur le marché du médicament et la commercialisation du médicament. Donc voilà, quoi. Une fois qu'on aura trouvé une big pharma qui prendra ça, nous, la start-up, elle s'arrêtera, ce sera une revente de la start-up. Et puis moi, je retournerai, quelle que soit ma situation, je resterai ou retournerai au laboratoire. Oui, tout à fait. Très bien, merci Isabelle. Bon, du coup, si on résume votre parcours, en fait, celui d'une chercheuse qui a développé ses compétences pour... Alors, soit porter le projet dans un premier temps et pour aviser en fonction des cas, voilà, soit jouer le rôle de conseiller scientifique, soit potentiellement jouer également celui de dirigeant de la startup en la créant. Donc, merci à vous. Ce qui est intéressant de souligner également, c'est que cette bascule justement de conseiller scientifique ou de créateur de start-up est également possible. Il a été rendu possible notamment par les récentes lois, alors la LPR qui a été évoquée ce matin, également la loi Pacte qui a également complété les dispositifs de passerelle public-privé. Donc voilà, merci aux trois intervenants. Juste faire une rapide conclusion. Donc en gros, l'idée de cette table ronde, c'était de dire qu'il n'y avait pas forcément de parcours, on va dire, standard entrepreneurial, quel que soit votre profil, c'est-à-dire que vous soyez plutôt chercheur junior ou chercheur senior, vos compétences entrepreneuriales et ou vos choix de carrière également, vous pouvez vous lancer dans un projet entrepreneurial. Et n'hésitez pas à solliciter du coup les différents dispositifs d'accompagnement, que ce soit la SAT, l'incubateur PACES, et ou très prochainement ICE, du coup, et également le programme Innovation. N'hésitez pas à les solliciter, ils vous conseilleront sur le meilleur modèle justement entrepreneurial à adopter. Merci à vous. Merci. Merci. Peut-être des questions Alors, moi, c'est pas... bonjour à tous. C'est pas c'est pas une question, c'est juste que je ne sais pas si tout le monde est au courant, justement, puisqu'on est au Deep Tech, de la plateforme qui s'est ouverte nouvellement, qui a été lancée, je crois, je sais pas, assez récemment, et qui peut aider des... c'est juste à titre d'information, je n'ai pas de part spéciale dans la plateforme. Ça sera évoqué effectivement plus tard lors de l'atelier, je crois. Xavier, tu feras peut-être confirmer. En parlant de cas comme, par exemple, comme Isabelle qui cherchait un associé, la plateforme propose le processus Tandem, et je pense que c'est bien que tout le monde soit au courant de cet outil, parce que cette plateforme, c'est vraiment pour pour un chercheur qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'outils. Je voulais la mentionner. Tu as raison, Sophie, de mentionner ce point, parce que nous, on a justement travaillé avec la plateforme Tandem, et on a eu plein de candidatures. Donc moi, j'ai fait le pitch du projet, et on a eu une trentaine de candidatures, et on est en discussion justement pour la recherche de CEO. Et il y a un atelier là-dessus un petit peu plus tard auquel je participerai, et on va en discuter justement. Oui, pendant que le micro est donné à monsieur, effectivement, il y a beaucoup d'outils, et là, il y a vraiment un travail pédagogique à faire pour les faire connaître, parce que c'est vrai qu'on a des fois pas mal de porteurs de projets, avec les différentes casquettes qu'on peut avoir en tant que porteur de projet, des fois on découvre un dispositif 6 mois après qu'on en ait eu besoin, juste parce que il y a de la pédagogie à faire. Il faut bien comprendre que nos profils de chercheurs, d'enseignants, chercheurs, entrepreneurs, on fait plein de choses, et donc des fois on n'a pas forcément le temps d'aller partout, et c'est vrai que ça peut être
être un peu rageant. Donc, y a un travail à faire et c'est bien voilà, de le faire. Des journées comme celle-ci, c'est aussi des moments de pédagogie pour présenter tous ces dispositifs et les mettre en avant pour dire qu'ils existent. Et il y a vraiment beaucoup de choses très bien qui sont faites. Oui, moi, j'ai une remarque à madame. Vous avez répondu à la question quelle est la clé d'un bon entrepreneur? Une techno solide. La motivation, après. Oui, mais une techno solide, pour moi, c'est le cas très particulier de ce que vous faites dans le développement des médicaments, parce que on peut pas proposer aux gens n'importe quoi, sinon ils meurent. Et puis des deep tech en général. Mais en dehors de ça, c'est plutôt le contraire qui est enseigné dans les écoles de commerce. C'est développer un prototype le plus simple possible, le plus rapidement possible, le balancer dans le marché et l'améliorer avec l'expérience utilisateur. Parce que... Oui, alors moi j'étais un petit peu embêtée avec la question parce que pour un bon entrepreneur, moi je ne suis pas un bon entrepreneur. Je veux dire, je n'ai pas de compétences en d'entrepreneuriat, je n'ai pas de formation, je n'ai pas tout ça. Mais je pense que dans notre cas, la deep tech, il faut vraiment un projet scientifique solide parce que sinon il n'y aura rien derrière, c'est juste pas possible. Alors évidemment, en fait, un bon entrepreneur, c'est qui? C'est finalement quelqu'un qui trouvera les bons accompagnements et la bonne équipe avec laquelle travailler, qui va compléter. On va savoir travailler ensemble et on va être capable d'amener notre techno vraiment au marché, quoi. Et c'est ça, en fait, finalement, un bon entrepreneur. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse à un bon entrepreneur. Parce que c'est aussi domaine dépendant. Parce que là, je suis d'accord avec Isabelle, dans le pharma, la techno, la molécule, si on veut attirer ces boîtes de la Big Pharma, les pré-tests cliniques, c'est le juge de paix et c'est ça qui va avoir la valeur à la techno. Moi, je vais prendre mon exemple parce qu'on n'est pas si loin, mais on est très éloigné. Dans la parfumerie et la cosmétique, le marketing, la distribution, le positionnement, c'est capital. Et donc là, je parle de l'équipe, parce que dans d'autres domaines, il y a l'équipe et la bonne équipe. Le chercheur qui va arriver avec une techno, une invention super, s'il n'y a pas une équipe avec d'autres compétences qui vont savoir la marketer, la mettre au bon moment, sous le bon format sur le marché, ça peut être une catastrophe. Donc l'équipe, moi en tout cas, et on voit que c'est un autre domaine, pourtant c'est assez proche, hein, on voit que là, par contre, l'équipe est énorme. Par exemple, moi, dans mon domaine, le marketing, c'est capital. Hein. On sait très bien qu'en cosmétique et en parfumerie, il y a beaucoup de marketing dans les produits qui sont faits et on ne peut pas être expert partout. Donc, je pense que c'est domaine dépendant et l'équipe, le mariage de l'équipe qui fonctionne bien, parce que deux super compétents qui s'entendent pas, ça donne pas une bonne équipe. Donc, il y a des différences. C'est pour ça que ce profil-là, il peut être un petit peu à géométrie variable.